Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Après une petite pause d'une semaine, on est de retour avec Charles pour un nouveau délit d'opinion. Comment ça va, Charles? Bah ça va, mais un petit peu fatigué. Je me suis posé ce matin à Orly en arrivant de New York, donc je suis un peu... Mais c'est pas grave. Ouais, c'est sûr, je comprends. C'était sympa le voyage à New York? C'était sympa, New York est sympa. Ça a changé New York, il y a beaucoup moins de monde dans les rues le soir. Ah oui? Ah oui, autrefois, il y avait quand même le bruit de vie le soir. Là, c'est pouf, à partir de 6h, 7h du soir, il n'y a plus personne. Ah oui, c'est peut-être les habitudes Covid Qui perdure, je sais pas. qui Ou alors il y a perdurent, beaucoup ouais, moins c'est de gens possible. dans la ville, je sais pas. Ouais, peut-être moins de touristes aussi, c'est possible. On pense un peu moins à voyager très loin en ce moment, je pense. Il y a peut-être un petit peu de ça. Quoi qu'il en soit, on va continuer à parler un petit peu d'actualité. Donc, alors, on a de la chance parce que par rapport à il y a 2 semaines, le point militaire en Ukraine n'a pas énormément évolué. Voilà, il y a une intensification des combats, notamment au niveau de Mariupol au sud en ce moment. Enfin voilà, pas énormément C'est de là où il y a changements. les troupes ukrainiennes, et en particulier les troupes d'une mentalité un peu douteuse, donc Ah, c'est peut-être là. le régiment Azov, ouais. Le régiment Azov, il est là, donc les types, bah, ils savent bien que... C'est ça. Et puis ça permet de rejoindre les deux armées, celle qui était à l'est et celle qui venait de la Crimée au sud. Enfin bref, c'est pas forcément ce qui va le plus nous intéresser, le point militaire, parce que ça évolue, ça va, ça vient, et on sait pas trop si ce sera pertinent au moment où la vidéo sortira, mais le point diplomatique, je trouve, est intéressant. Alors, je suis un petit peu troublé par le jeu diplomatique de la Chine qui semble dire on n'est pas forcément super content de l'invasion de l'Ukraine, mais on soutient la Russie, mais en même temps on veut pas se brouiller avec les pays occidentaux. On a l'impression qu'ils sont dans un jeu un petit peu trouble et que en sous-main ils font des énormes contrats pour avoir du gaz avec la Russie, donc qu'il y a une Surtout qu'il sorte doit pas de être cher en ce solidarité. moment. Il doit pas être trop cher en ce moment, le gaz russe vendu à la Chine, à mon avis. Ouais. Ça doit, on doit leur offrir des petits... Vous savez, c'est des bons commerçants, les Chinois, donc si on leur offre un bon produit avec une grosse décote, c'est difficile de résister, quoi. C'est vrai. Mais comment vous analysez ce jeu diplomatique de la Chine? Ben, ce jeu diplomatique de la Chine, son but, comme je l'ai expliqué 25 fois ici, c'est de dédollariser l'Asie, hein. Ben, ce qui s'est passé avec la Russie, c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, puisqu'on a piqué les réserves de change de la Russie. Et l'Europe a fait la même chose alors que personne ne lui demandait rien, quoi. Donc, ben, d'un seul coup, tout le monde va se dire, mais il faut que je fasse du commerce dans ma monnaie. J'ai pas besoin de payer en dollars. C'est complètement idiot parce qu'ils peuvent me les piquer du jour au lendemain si je suis fâché avec eux. Parce que si j'achète quelque chose à Taïwan et que Taïwan accepte que je paye, je sais pas, en monnaie coréenne, j'ai plus besoin du dollar. Donc ça va complètement dans le sens de ce que voulait la Chine. Mais donc, bon, ils font du bruit pour éviter d'avoir à prendre une décision trop. Mais je pense qu'ils vont continuer à soutenir la Russie pour des raisons évidentes. Mais il y a une autre chose qu'il faut mentionner, c'est que l'Inde, qui est en train d'essayer d'acheter justement du pétrole et du gaz russe en roupies, Mhm. ça devrait être très mal vu. Et personne ne gueule contre l'Inde. Ouais. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout le monde surveille avec soin ce que fait la Chine. Ouais. Mais l'Inde, qui est quoi, 1,5 milliard de gens, qui a des déficits énormes de sa balance commerciale, s'ils pouvaient d'un seul coup, à cause de l'énergie, s'ils pouvaient d'un seul coup acheter leur énergie en monnaie locale, ça leur changerait la vie à ces bons Indiens, hein. À ce moment-là, il faut acheter la bourse indienne, toutes affaires cessantes. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il se passe des tas de trucs. Et ça vient dans ce qu'on dit beaucoup ici et dans tous nos écrits, c'est que on est en train d'arriver à la fin de cet âge de monopole du dollar, quoi. Mhm. Oui, bah d'ailleurs, il y a des discussions, je sais pas si c'est fait déjà, mais il y a des discussions entre la Chine et l'Arabie Saoudite pour acheter des tas de barils de pétrole, justement, non pas en dollars, Mais en mais yuan. en yuan. Donc effectivement, on va dans ce sens de dédollarisation et on a l'impression que
En fait, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que la Chine essaye de se rendre un petit peu comme la Russie ces dernières années, la moins dépendante possible des nations occidentales, pour éventuellement Et ce que c'est en train de montrer aussi, c'est que dans le fond, le système financier et le système des médias, qui vont souvent de pair, qui sont ensemble, et le système des paiements internationaux, tout ça, est complètement dans la main des Américains et de leurs esclaves, les Européens. Donc, ça ne fait que rendre encore plus nécessaire d'avoir des systèmes d'information et des systèmes de paiement qui soient indépendants, parce que c'est la première fois dans ma carrière que je vois une guerre menée contre un pays en utilisant des armes financières et des armes des médias. Mais déchaînées à fond, quoi. Il y a une espèce de blitzkrieg, ce qui veut dire guerre éclair en allemand, je crois, contre la Russie, faite par les GAFA, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemble un petit peu à une guerre froide, mais en très, très condensée. En fait. Très condensée, mais encore la guerre froide. On était... Si vous voulez, il n'y avait pas le moindre doute, c'est où était le camp du bien, où était le camp du mal. Tandis que là, quand on analyse la situation ukrainienne, ça fait quoi? Ça fait... l'Ukraine, tout le monde sait que c'est à peu près, quand vous regardez l'ouest de l'Ukraine, c'est plutôt des Polonais. Au milieu, c'est des moitié russes, moitié polonais. Puis sur la droite, sur l'est, c'est qu'il n'y a que des Russes. Donc, ça n'a jamais été c'est un pays qui n'a pas lieu d'être, en quelque sorte. Oui, mais justement, on a l'impression, quand on voit la résistance et le sentiment national ukrainien aujourd'hui, on a l'impression que c'était une non-nation qui en est devenue une un petit peu par Je sais la pas, force des choses. il y a les troupes qui viennent de l'Ouest se battent très bien, mais ça, c'est pas nouveau. Je sais pas, on va voir, parce que sur le plan militaire, encore une fois, je sais pas trop ce qui se passe. C'est parce que pour juger de la situation militaire, il aurait fallu savoir quel était le plan des Russes. Or, le plan des Russes, d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper parce que je suis pas dans le secret des dieux, ça semble être quand même beaucoup de faire disparaître les forces militaires ukrainiennes. Je crois pas qu'ils soient tellement intéressés par les villes. Et quand vous faites une stratégie, soit vous essayez d'attaquer la tête, c'est-à-dire la capitale, et de la faire disparaître, soit vous essayez de détruire le potentiel militaire. Et l'erreur qu'ont fait les Allemands en 1942, quand ils attaquaient la Russie, c'est d'essayer d'aller vers Moscou à la place d'anéantir l'armée russe. Donc, si vous voulez, c'est toujours les deux stratégies. Et là, il me semble qu'ils ont choisi la stratégie de l'anéantissement, mais donc ils n'ont pas à prendre les villes, en quelque sorte. C'est pas leur but. Oui, d'ailleurs, en plus, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont dans une sorte de guerre asymétrique et c'est très difficile de prendre des villes quand spontanément il y a beaucoup de civils qui prennent les armes, etc. Surtout quand les combattants se mettent en habit civil et commencent à tirer sur les gars à partir des immeubles dans lequel il y a des femmes et des enfants. Donc tout le monde sait que la guerre urbaine, c'est une abomination à mener, quoi. Il faut aller les chercher les uns après les autres avec une petite cuillère. Donc autant rester à l'extérieur de la ville et d'attendre que... Donc je ne veux pas porter de jugement militaire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que on est peut-être en train... C'est un combat, dans le fond. J'ai souvent parlé ici des hommes des arbres et des hommes des bateaux, mais c'est un peu un combat entre les forces internationales et les forces domestiques. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a toute une série de pays, quand même, que vous preniez le Moyen-Orient, que vous preniez l'Inde, que vous preniez la Chine, et qui semblent être en train de dire, écoutez, la civilisation que l'Occident nous propose, on n'en veut pas. On n'en veut pas, toute cette histoire. Donc il y a une espèce, c'est peut-être un truc civilisationnel qui est en train de se passer. Oui, effectivement. Après, je voudrais un petit peu contrebalancer ça parce qu'il y a un petit peu l'idée en Occident que Poutine représente l'extrême droite et les valeurs viriles et conservatrices, etc. Et qu'à côté, il y a le camp du bien, de l'antiracisme, des droits de tout le monde. Et en fait, c'est pas du tout ce dont se revendiquent les Russes ou le clan de Poutine. Au contraire, il y a énormément
d'articles de gens pro-Poutine qui disent que justement l'Occident est raciste. D'ailleurs, ils parlent de dénazifier l'Ukraine, etc. Donc ils sont pas dans le même spectre idéologique que nous, et donc on a un petit peu du mal à les identifier sur ce plan-là. Mais c'est aussi parce qu'on n'écoute pas les autres. Comme on est le camp du bien, on n'a pas besoin d'écouter. On ne pense pas qu'il peut y avoir un bien alternatif, un autre bien. Si vous voulez. Nous, notre bien, c'est un bien ultime, c'est un bien absolu. Donc à partir du moment où vous essayez de parler à des gens qui, comme on disait en vieux français autrefois, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Donc ce sont deux camps qui ne peuvent pas se parler, qui ne peuvent pas s'entendre. Ouais. Mais du coup, l'Ukraine se retrouve un petit peu au milieu. Et en plus de ça, c'est pas extrêmement clair. En fait, on sait pas si les revendications russes sont vraiment au premier degré ou si c'est un petit peu un prétexte pour dire voilà, on essaye de négocier, etc. Parce que l'indépendance des régions du Donbass, c'est ok, pourquoi pas. Le fait un engagement sur le fait de pas rentrer dans l'OTAN pour l'Ukraine, pourquoi pas aussi. Mais la démilitarisation de l'Ukraine, je trouve que c'est un petit peu exagéré, surtout juste après avoir pris une invasion dans la gueule. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce que Zelensky devrait accepter les termes? Il n'y a pas besoin de démilitariser si on a ratatiné l'armée. Oui, mais au moins... Il faut voir quel est l'état. Si on a détruit toutes les bases, toutes les compagnies, tous les terrains d'aviation, toutes les bases militaires, tous les stocks de munitions, etc., bon, ben, ça met du temps à se refaire, ça. Oui, sauf que s'il y a un traité de paix, à ce moment-là, même sans forcément rentrer dans... Il n'y a toujours pas de traité de paix avec la Géorgie, hein, c'est pas... ni avec la Crimée. Je veux dire, s'il y a un cessez-le-feu, une sorte un peu comme accord de Minsk 3, un semblant de Minsk 2, à ce moment-là, les États-Unis seraient en position de donner une aide militaire absolument énorme à l'Ukraine, sans qu'elle rentre dans l'OTAN et sans pour autant que ce soit un casus belli. Oui, mais les États-Unis, ça fait un petit moment qu'ils essayent de convaincre les Ukrainiens de ça. Les États-Unis ont décidé que, si j'essaye de comprendre la stratégie américaine, tout devrait être fait pour essayer d'empêcher l'alliance entre la Chine et la Russie. Or, ils ont tout fait pour la créer. Ouais. Et donc, ils ont tout fait pour la créer, mais en même temps, ils ont tout fait pour essayer de faire, qui est le but de la diplomatie américaine depuis un petit moment, ce qu'on appelle des changements de régime. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie, ça a raté. Il ne faut jamais oublier que c'est Poutine qui a défait les Américains en Syrie, qui les a obligés à reculer. Et que ça, les Américains n'ont pas pardonné. Donc ils essayent ce qu'ils essayent de faire, les Américains, et c'est très visible quand vous écoutez les télévisions, etc., c'est de faire un changement de régime, que les Russes virent Poutine. Mm-hmm. On va voir s'ils y arrivent. Non, à mon avis, ça va être compliqué. Ça ne peut aboutir, à mon avis, qu'à l'issue d'une guerre ouverte. Oui, mais ça peut aboutir qu'à l'issue d'une guerre ouverte, mais tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas déclarer que le ciel de l'Ukraine est devenu interdit aux avions russes. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'est la guerre nucléaire qui commence. Hein. Bien sûr. C'est pour ça donc encore une fois, ça remonte à une stratégie de déstabilisation des pouvoirs établis. Les États-Unis cherchant à mettre des États clients dans les pays comme ils l'ont fait, comme ils ont essayé de le faire en Afghanistan, en Irak. Et si ça ratait dans ces pays qui n'en sont pas des vrais pays, je ne vois pas comment ça pourrait réussir en Russie, qui est un vrai pays. Par ailleurs, il y a un phénomène, beaucoup de gens ont pensé que parce que la guerre de Poutine était irresponsable et parce que ça allait ruiner le pays, l'opinion russe allait se retourner contre Poutine. C'est l'absolu inverse qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est que en fait, ce que les Russes voient, c'est un boycott occidental de la Russie,
une haine occidentale de la Russie. Et par conséquent, en fait, ça les galvanise dans leur sentiment national russe et dans leur soutien à leur leader suprême, qui est Vladimir Poutine. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que, enfin je crois, important, mon Dieu, je ne veux pas me surestimer, mais quand vous regardez la scission du christianisme il y a 1000 ans à peu près, entre les orthodoxes et les catholiques, ça s'est fait, bon, sur une petite question théologique qui était qui était difficile à régler, puisque c'était une différence de compréhension entre le latin et le grec. Mais ce qui est tout à fait évident pour moi, c'est que dans la religion orthodoxe, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Le chef, c'est ce qu'on appelait le papo-césarisme, c'est-à-dire que le chef a une dimension religieuse. Mmh. Alors qu'il l'a eu longtemps dans la couronne de France aussi, mais il y avait le droit divin, etc. Et l'Église de France était censée être sous le contrôle du roi de France aussi, donc il y avait un peu ça en France aussi. Et ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de me demander si Poutine ne pense pas que c'est son devoir moral de protéger les Russes contre la corruption qui vient de l'Europe. Que toutes ces idées qui viennent d'Europe sont toutes plus fausses les unes que les autres, plus dangereuses, j'aurais presque tendance à dire plus diaboliques. Et je me demande si ça n'est pas un combat moral. Et donc, dans ce cas-là, il dit simple, ce que dit Poutine, c'est « j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez du point de vue moral, puisque vous êtes non recevable. Votre morale est non recevable. » D'ailleurs, c'était il y a 2-3 semaines, au moment où on tourne, il avait défini l'Occident comme étant l'empire du mensonge. Voilà, l'empire du mal. Je ne sais pas si c'est... Et alors c'est important, vous savez, parce que il faut se souvenir qu'à la fin de l'Union soviétique, le président Reagan, donc, chaque fois qu'il rencontrait le ministre des Affaires étrangères russe, lui disait et vous présentez mes respects à Darth Vader. Hein, mais c'est pas, il le disait à chaque fois. Hein, et ça rendait le diplomate foudrage parce que c'était dire vous êtes l'empire du mal, quoi. Et donc, ce qu'est en train de faire Poutine, c'est qu'il est en train de dire nous on était peut-être l'empire du mal, mais on ne l'est plus, mais vous êtes l'empire du mensonge. Mmh. Et qui est le prince du mensonge ? Je ne sais pas. C'est le diable. Ah oui. Le prince du mensonge, c'est le diable, si vous voulez, c'est celui qui ment. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut peut-être monter au grand schisme entre l'Orient et l'Occident d'il y a 1000 ans pour comprendre cette guerre. Il y a peut-être un petit peu de ça, oui. Donc c'est une guerre, c'est ce que j'essaie d'appeler une guerre civilisationnelle. Quel est le rôle du chef ? Quel est le rôle de la religion ? Quel est le rôle de Dieu ? Quel est le rôle de... Et tout ça, les deux réponses sont complètement différentes. Et ça a commencé il y a déjà un petit moment. Effectivement. Et après, il y a... Vous connaissez probablement cet intellectuel qui est Alexandre Douguine. Alors après, son degré d'influence sur Poutine il est soumis à controverse. On sait pas trop à quel degré c'est une véritable influence ou si juste une concomitance de pensée entre les deux. Mais c'est vrai qu'il a une pensée qui a influencé beaucoup de Russes dans l'idée que la Russie est une civilisation en soi, le monde russe est une civilisation en soi, sur un style un peu eurasiatique. Et on a l'impression, effectivement, dans la politique que mène Vladimir Poutine, qu'il essaye de rendre encore plus grande et plus forte cette civilisation russe, ce monde russe. Et surtout, il essaye qu'elle ne se dissolve pas. Et quand vous relisez Solzhenitsyn, vous vous rendez compte que ce que fait Poutine est parfaitement en accord avec tout ce que demandait Solzhenitsyn, qui se méfiait terriblement de tout ce qui venait d'Europe et des États-Unis. Mais qui, lui, par exemple, pour lui, la séparation de l'Ukraine avec la Russie, ça avait été un drame profond, c'était une erreur totale. C'est que, puisque le cœur historique de la Russie, c'était Kiev, c'est là qu'elle avait été créée par des Suédois d'ailleurs. Et donc c'est assez rigolo. Mais donc, encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'histoire a commencé, je sais pas quand, soit en 1793, soit en 1945, je sais pas trop, mais ce sont des trucs qui remontent à Milan. Moi, quand j'étais je passais mes vacances chez mon père qui avait une maison sur les coteaux de la Garonne, à côté de Toulouse, là.
Et un jour, on est descendu, j'ai dû le raconter déjà, mais on est descendu au village, et puis le garagiste du village a demandé à mon père, mais enfin mon colonel, pourquoi habitez-vous dans les coteaux? Ils sont des esclaves là-bas. Alors, on est allé voir le curé du village en disant pourquoi il a dit que c'était des esclaves. Lui, il ne le savait pas pourquoi, hein, le garagiste. Il s'appelait Méric, qui était un nom visigothique d'ailleurs, donc c'était un descendant des Visigoths, lui. Et la réponse, c'était qu'au XIIe siècle, les hommes dans la vallée de la Garonne étaient libres, et c'était des serfs dans les montagnes, dans les collines qui étaient à 2 km, quoi. Ouais. Et donc ça veut dire que 8 siècles après, il y avait des gens du village qui continuaient à dire que là-haut c'est des serfs et nous on est des hommes libres. Ouais. Et ce que cette guerre montre, ça remonte à peut-être des racines aussi anciennes. Et de la traiter comme si c'était une guerre des droits de l'homme, c'est faire une erreur de compréhension totale, non? Je sais pas. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a une permanence historique qui se perd beaucoup en Occident. On réfléchit beaucoup sur le temps court. Mais, mais qui est là, ça correspond à quelque chose, quoi. C'est cette espèce d'extraordinaire puissance du temps. Faut pas oublier que l'an 1000, allez, ça fait 1000 ans, 4 générations par an, bon, bah ça fait quoi? Ça fait 4 générations par siècle, ça vous fait 10 siècles, ça vous fait quoi? 40 gars qui vous séparent de l'an 1000, quoi, c'est pas beaucoup, hein? Ouais. Ouais, je sais pas exactement combien. J'ai fait mon arbre généalogique, je suis allé assez loin, mais je sais plus exactement combien ça fait d'ancêtres. Mais oui, on doit être dans ces eaux-là, ouais, 40, 50, un truc comme 40, 50, c'est pas des masses, hein. Je crois qu'il y a la moitié des Français qui descendent de Charlemagne. Ouais, je sais pas si c'est vrai ça, mais pareil, c'est une règle arithmétique. Charlemagne, c'est possible. Ouais. Il y en a qui pensent que la moitié des Français viennent de Saint-Louis. Ça me paraît un peu trop récent pour que ce soit vrai. Charlemagne, peut-être. Alors on va passer à un autre sujet qui est un peu plus franco-français. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de sujets un peu plus locaux. C'est l'état de la démocratie en France. Donc j'ai l'impression que la situation dans laquelle on est une crise démocratique telle qu'on n'en a pas vu depuis au moins 1958. Sauf que j'ai l'impression que ça passe très bien, notamment par le concours des médias qui semble être complètement acquis à Emmanuel Macron. Ils font partie, les médias sont détenus par des hommes des bateaux. Et il n'y a rien, comme la seule chose dont on sache avec certitude à quoi il est favorable, c'est de plus en plus de fédéralisme et de plus en plus d'internationalisme, les médias sont pour, quoi, parce que, comme on le dit toujours, il y a 2 sortes de journalistes en France, les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot, quoi. Ouais. Donc, ce que pensent les médias n'a aucune importance. Ouais. Mais par exemple, je voyais typiquement par rapport à ce que vous venez de dire, hier j'ai regardé une partie de sa conférence de presse. Durait 4 heures. Ouais, dont on peut espérer qu'elle sera décomptée de son temps, mais je sais pas. Ouais, sûrement. Enfin, vu que apparemment il est à 30% dans les sondages et que il y a un jeu de proportionnalité entre le score des sondages et le temps de parole. Du coup, ça va, il est large et il est tranquille. Et puis il parle, plus il gagne des points, visiblement. Plus le lead d'essence monte, plus il gagne des points. C'est incompréhensible. Donc il y a par exemple une mesure complètement vide de sens qui est donnée. C'est la première que j'ai vue, c'était tenir compte des crises pour renforcer l'indépendance française dans une Europe plus forte. Alors, ça veut rien dire. Alors il faut choisir. Soit l'Europe est plus forte parce qu'elle a plus de pouvoir et plus de prérogatives, soit la France est plus indépendante. Revenons à ça, 30% de l'Europe, de la consommation énergétique de l'Europe vient de Russie. Entre le charbon, le gaz et le pétrole. Il y a une corrélation de 99,5%, c'est-à-dire une quasi-identité, entre la consommation d'énergie et le PIB. Donc, ça c'est aussi... donc, comme je l'ai souvent dit, l'économie c'est l'énergie transformée, c'est tout. Donc, où on va acheter notre énergie ailleurs, à ce moment-là on la paiera beaucoup plus cher parce qu'on avait des contrats à long terme qui étaient
avec la Russie qui n'aura pas lieu d'être, donc on achètera l'énergie au comptant, donc ce sera 40 ou 50% supérieur, ce qui est une augmentation des impôts phénoménale. Et dans ce cas-là, s'il y a une augmentation des impôts phénoménale, c'est toujours suivi par une récession. Ou on ne réussit pas à l'acheter, et ça sera suivi par une récession. Donc une Europe plus forte, c'est aujourd'hui complètement impossible. L'Europe va rentrer dans une crise économique sans précédent. Et donc soit M. Macron dit des bêtises, et il ment, soit il est incompétent. Mais l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans les médias français, on a l'impression, même ceux qui ne sont pas forcément initialement très pro-Macron, il y a quand même une validation énorme de l'action d'Emmanuel Macron, qui est en même temps président de l'Europe. Alors comme ça, il est en train de faire l'Europe, il est en train de faire la paix, c'est génial, tout se passe bien, on n'a jamais été aussi unis. Quand on regarde les gens dans la réalité, il a essayé d'empêcher la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il a échoué, non? Ah oui, oui. Il me semble qu'il a échoué, oui. Donc... qu'il ait essayé, c'est très bien, mais c'est à peu près aussi c'est ce qu'avait fait aussi Chamberlain en Angleterre. Si vous voulez, le fait d'essayer et de se planter, à ce moment-là, on a besoin de Churchill, on n'a pas besoin de Chamberlain. Bien sûr, c'est pour ça que le moment politique dans lequel on est, j'ai l'impression que c'est une folie collective où tout montre que évidemment, il faut changer de chef. Alors après, on peut se poser la question sur qui. Et c'est ensuite, là, pour ça, il y a une règle arithmétique. On sait qu'on ne doit pas garder celui-là. Mais pour moi, on sait qu'on ne doit pas garder celui-là. Et plus ça va, plus les crises augmentent, plus les gens se réfugient vers lui. Il y a l'effet de la guerre. Rien, vous me dites qu'il est à 30%, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu des sondages qui disaient que 65% des Français souhaitaient qu'il ne soit pas là. Ouais, donc il faut savoir lequel l'emportera. Est-ce que les 65% des Français voteront en conséquence pour qu'il ne soit pas là, ou est-ce que c'est les 30% de débiles mentaux qui sont tous fonctionnaires qui vont voter pour lui? Pour moi, il y a une habileté politique qui fait que déjà il y a beaucoup de... Mais les gens n'ont pas marre des habiletés politiques? Des gens habiles? Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont pas marre. Il y en a 30%. Mais avec 30%, vous ne faites pas une majorité. Ouais. Parce que je dis, tout le monde me dit, faites 30% au premier tour. Je dis, so what? S'il fait 30% au premier tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui sont contre lui? Oui. Bah, pas forcément contre directement. Mais non, parce qu'ils vont voter pour lui au premier tour. Ceux qui sont pour lui vont voter pour lui au premier tour. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a 70%, c'est qu'on confirme le sondage, il y a 70% des Français qui sont contre lui. Oui, sauf que derrière, ça se subdivise avec mais ça, c'est autre chose. Probablement une grosse abstention, probablement la plus grosse abstention, une élection présidentielle. Mais ce que je crois qu'il va arriver, c'est qu'il y aura une très forte abstention au premier tour, parce que personne ne sait pour qui voter, mais au deuxième tour, tout le monde saura pour qui voter, c'est celui qui est contre Macron. J'espère que vous avez raison. Mais je ne sais pas si j'espère, je sais pas, mais en tout cas, ce serait logique. J'espère que vous avez raison. Moi, je ne suis pas forcément convaincu par ça, parce qu'il y a une... Après, ça dépend des candidats. Si c'est Mélenchon qui est en deuxième position, ça va être dur. Hein. C'est ça. Si c'est Mélenchon, je vois mal la droite, même très anti-Macron, voter massivement pour lui. Et d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que ce serait une excellente chose non plus. Enfin bon, ça c'est un Ceci dit, on peut raconter ce qu'on veut de Mélenchon, mais Macron a fait le programme de Mélenchon sur les 5 dernières années. Hein. Il n'y a pas une mesure qui n'a pas été prise. Alors, depuis imprimer de l'argent, les taux d'intérêt zéro, la banque centrale, les trucs, il n'y a pas un truc qui n'a pas été fait par Macron que Mélenchon n'avait pas proposé. Donc, continuons, quoi. Laisser rentrer les immigrés, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, si vous voulez, si les Français veulent continuer à avoir du Mélenchon, ils n'ont qu'à continuer à voter Macron. Oui. En tout cas, j'ai l'impression que l'électorat de droite, peut-être surtout pro-Zemmour, pro-Marine, serait peut-être plus prêt à voter Mélenchon que l'inverse. Parce que les autres ont peut-être trop de pudeur morale pour se dire je vais voter pour le camp du mal. Mais je sais pas si quelqu'un peut faire plus de 50%. Et moi, ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est que, on a eu Juppé, Fabius, tous ces gars-là, les uns derrière les autres, Hollande. Maintenant, on a Macron qui ont tous la même formation. Et on m'explique que c'était des gars compétents, mais s'ils étaient compétents, on ne serait pas là où on en est. Donc vous voulez continuer il y a une espèce d'école qui a été créée qui amène la France à la ruine. On la connaît, hein, cette école. Et on continue à voter pour les candidats qui sortent de cette école. Ouais. C'est comme... Ça me paraît... je sais pas. Ça me paraît complètement... Si les Français font ça, c'est qu'ils sont idiots. Et dans ce cas-là, ils ont ce qu'ils méritent.
Moi, je pense il y a beaucoup de... Comment dire? Je pense qu'on se laisse... Et vous on écoutez les subit médias trop facilement. Mais vous écoutez les médias. Les médias, si vous voulez, qui détient les médias, c'est les GAFA. Qui détient les sondages d'opinion, c'est les GAFA. Donc vous êtes en train de dire, par exemple, vous allez à la première élection de Trump, là, il y avait normalement Madame Clinton devait l'emporter de 7 points. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a été battue. Ouais. Et les médias étaient tous certains qu'ils allaient regarder encore les images de télévision, c'était à mourir de rire. C'est vrai. Donc, si vous voulez, le fait que les médias me disent ceci ou me disent cela, vous savez, si vous lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Si vous lisez les journaux, vous êtes mal informé, c'est tout. On vous essaye de vous mettre des trucs dans la tête qui sont idiots. Ouais. Et donc, c'est pas la peine de lire les journaux. Moi, ça fait 45 ans que je lis plus la presse française, quoi. Ouais, mais nous, non, mais beaucoup de gens le font encore. Et d'ailleurs, même... Mais non, plus personne ne le fait. Regardez, il n'y a pas un journal qui gagnerait de l'argent. Il y a un journal télévisé. Le journal télévisé, oui, mais enfin, je veux bien, mais ils font combien? 5 millions de gens? Mais je connais des gens qui sont méfiants des médias, etc., mais qui regardent quand même BFM TV toute la journée, et malgré tout, même s'il y a une sorte d'aversion, bah, ça joue, on met des messages dans la tête des gens, Marine elle est méchante, Zemmour il est méchant, bon, Pécresse, elle est juste mauvaise, et Macron, c'est le bien, c'est le gentil, c'est le candidat du statu quo, en fait. Oui, si, mais honnêtement, comme le disait Paul Valéry, les nations ne meurent pas d'agression, elles meurent de suicide. Si les Français pensent ça, je suis désolé de le dire, et à ma grande tristesse, ça veut dire qu'on est foutu. Il faut pas se tromper. Moi, je suis désolé parce que moi, j'ai 78 balais. Pour vous, c'est plus embêtant. Mais si vraiment les Français sont arrivés à ce point de bêtise collective, c'est plus un grand peuple. On n'a qu'une voie, c'est de disparaître. C'est ce qui est arrivé aux Argentins, c'est ce qui est arrivé aux chrétiens libanais, c'est ce qui est arrivé aux chrétiens syriens, c'est ce qui est arrivé. Donc, si vous voulez, encore une fois, ça n'a rien de... C'est pas le monde n'a pas, on n'a pas passé un décret disant que la France doit exister éternellement. Bien sûr. Si elle se met à être remplie de crétins, elle disparaîtra. C'est arrivé à d'autres nations dans l'histoire. Hein. Voilà, j'ai l'impression, en tout cas, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que on ne pourra pas changer les choses par la voie démocratique. Mm-hmm. L'autre voie n'est pas possible. L'autre voie est très difficile, en tout cas. Si l'autre voie, ça faisait appel à l'armée, mais comme il n'y a plus d'armée, vous avez quasiment, vous remplissez pas le Stade de France avec l'armée française. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez donc, il n'y a pas d'autre solution que la voie démocratique. La voie insurrectionnelle, éventuellement. Mais c'est pas. Oui, mais la voie insurrectionnelle, d'abord, c'est pas une bonne chose, parce que vous ne savez pas qui va gagner. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est risqué. Ouais. C'est pour risqué. Ça la voie insurrectionnelle, on a essayé plusieurs fois dans notre histoire, ça s'est terminé avec la guillotine, place de la Concorde. Hein. Cela dit, Philippe Fabry pense qu'on aura une révolution en France, en tout cas une insurrection massive en France dans les prochaines années. Il prédit la fin de la Ve République. Oui, ça me paraît assez plausible. Ça, c'est pas du tout exclu, mais on ne sait pas du tout ce qui en sortira. Mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que 2022, qui devait être une année vraiment très politique, est en fait complètement privé de ça prouve à quel point les médias ont raison. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est ce que les médias qui vous annoncent que ça allait être une année politique. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu du tout. On n'a rien eu, on n'a pas de campagne. On n'a pas de campagne, et ça devait arriver éventuellement au moment où Macron arrivait en campagne. Aujourd'hui, il l'est, et on voit que sa campagne, ça ressemble à ce que j'ai vu hier au moment où on tourne, c'est-à-dire un monologue devant des journalistes BA. Et à un moment donné, j'ai regardé genre une demi-heure, quelque chose comme ça, sans être en plus très attentif, mais il part dans des explications qui durent des heures, c'est du bullshit magistral, et à un moment donné, il s'arrête et dit... vous me dites si vous avez besoin d'une précision de quoi que ce soit, quoi. On a l'impression que c'était un professeur devant ses petits élèves complètement béats. J'ai trouvé ça insupportable. Oui, vous savez, être gouverné par des imbéciles, c'est quand même difficile, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? J'aimerais qu'on y fasse quelque chose, j'aimerais qu'il y ait au moins un on a essayé.
C'est pour ça que l'Institut des libertés existe. Oui. On essaye, peut-être ça changera peut-être quelque chose d'ici 15 ou 20 ans, d'avoir changé quelques petits jeunes comme vous, tiens. Bah, peut-être. Mais après, il faut qu'on arrive à tenir des promesses, parce que... Vous savez, moi, ce que je dis, c'est que la seule solution, c'est rendre la parole souverain, c'est le référendum d'initiative populaire. C'est vrai, c'est votre thèse. Mais ça fait un petit moment que je le dis, parce que c'est pas de la classe politique qui viendra la solution. C'est Einstein qui disait, c'est compter sur les gars qui ont créé un problème pour le résoudre. C'est vraiment une imbécilité logique. Ouais. Ou alors on arrive avec complètement une autre élite, ce qui est une possibilité aussi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait d'abord eu un effondrement. D'abord, il faut avoir... il faut d'abord qu'on ait pris la branlée en 1945 pour qu'on se débarrasse. Et encore, on a eu du mal du personnel politique de la Troisième République. Peut-être qu'on va se prendre une branlée par rapport à la Russie, c'est possible. Non, mais ce qui va se passer, si vous voulez, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est compte tenu du fait que vous avez 80% du nickel qui est produit dans le monde qui est en Russie, vous avez 100% du néon. Le néon, c'est un gaz qui sert à faire... des lasers avec lesquels on fait les semi-conducteurs. Donc si on arrête on peut plus faire de semi-conducteurs en Europe, on peut plus faire d'acier spécial en Europe, on peut plus faire 35% de l'énergie qui disparaît, on va tous crever de froid dans nos maisons. Donc, ça peut amener les décisions qu'a prises l'Europe de boycotter la Russie peuvent nous amener à une crise économique en Europe sans précédent. Bien sûr. Déjà, on se souvient. Les gilets jaunes, ça s'était fait quand le prix de l'essence du litre avait dépassé 1,80. Ouais. Aujourd'hui, on est à quoi, 2,30, 2,40, quelque chose comme ça. J'ai vu 2,89 sur l'avenue d'Iéna, la station-service la plus chère de Paris. Là. Ouais, c'est ça. Iéna, oui, moi pareil, je passe souvent devant Trocadéro, Kléber, c'est des prix énormes. Après, par rapport à la campagne, c'est un peu plus cher. Mais même pour n'importe qui, aujourd'hui, c'est 2,30, quoi. C'est 2,30. Et n'oubliez pas aussi que la Russie et l'Ukraine produisaient à peu près à elles deux 40% des exportations de blé dans le monde. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, et une grosse partie de cette production, aller vers l'Afrique du Nord, l'Égypte, et donc on va se retrouver dans des endroits où il va y avoir des émeutes de la faim. Absolument. C'était d'ailleurs une des causes des printemps arabes en 2010. Exactement. Donc il y a une grosse influence effectivement sur le prix du blé qui est extrêmement important dans ces pays-là, pour tout ce qui est céréales, etc. Donc notamment pays arabes, mais aussi et surtout pays de l'Afrique du Nord. Donc on devrait pareil potentiellement il y a une espèce de potentiel d'une crise inflationniste avec un effondrement des niveaux de vie des classes les plus pauvres, comme on n'a pas eu depuis 1945. Quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les élections deviennent assez peu importantes. Oui, et ce que je vois aussi, pareil, un petit peu dans la continuité de votre réflexion sur le conflit d'idées de civilisation. Nous, en termes de sanctions, ce qu'on a vu, alors il y a les premières sanctions qui étaient relativement sérieuses, mais là, dernièrement, c'est par exemple McDonald's se retire de Russie, Facebook est bloqué, ce genre de choses. Du coup, en fait, ils connaissent pas leur chance, les Russes. On leur enlève tout ce qui rend, en tout cas tout ce qui contribue à rendre les Occidentaux complètement bêtes et gras, bêtes, dingues et gras et dépressifs. Et eux, en retour, ils peuvent nous couper le gaz. Donc, pareil, on est sur un différentiel. Donc, non seulement on va maigrir, mais on va avoir froid. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est ce que disent certains candidats, notamment Yannick Jadot. Vu que lui, il dit que c'est très bien, lui. Alors, lui, il dit pour soutenir les Ukrainiens, faut mettre un pull, voilà, à la maison. Bon, il faut mettre un milieu à la maison, mais on ne peut pas travailler dans des bureaux qui sont à 16 ou en dessous. On ne peut pas, il fait trop froid. Ouais, c'est très compliqué, effectivement. Oui, vous savez, ou qui sont trop chauds d'ailleurs, parce que c'est une des vieilles blagues de Milton Friedman qui m'avait raconté. Il m'avait demandé quelle était la mention la plus effroyable qui avait été faite dans l'histoire de l'humanité, alors je lui ai dit... Je savais que c'est une blague. Il m'avait dit c'est l'invention de l'air conditionné. J'avais dit bon, l'air conditionné, pourquoi l'air conditionné? Il m'avait dit qu'à partir du moment où là, il y a eu l'air conditionné, les politiciens à Washington, ils peuvent travailler 12 mois sur 12 à la place de 3 mois sur 12. Ah, c'est génial. C'est pas mal du tout. Donc peut-être si on mettait la température dans les administrations à 10 degrés pour que les autres puissent se chauffer à 20, peut-être la situation s'améliorerait grandement, si vous voulez. Ah oui, c'est possible, ouais.
C'est peut-être une solution à tous nos problèmes, c'est que les types dans les administrations, ils étaient tellement froids qu'ils puissent plus bosser quand même. Voilà, c'est pas forcément le bon moment parce qu'on arrive pile au printemps. On va avoir une. C'est toujours là où ça pète. Hein. Au printemps, si vous voulez, en mai, c'est toujours un moment où d'habitude on se met bien sur la gueule en France. On aime bien moi, j'ai vécu pas mal de mouvements de mai. Mai et septembre, c'est les deux endroits où les révolutions se passent en France. C'est pour ça quand il y avait la révolution de février, c'était en 48, quelque chose avait surpris tout le monde, parce que d'abord ça caillait. Oui. Justement, qu'est-ce qu'on foutait dehors? Ça, c'est pas pratique. Ça va être un février doux. Ouais, c'est vrai. Non, il recommence à faire beau, donc on a envie d'aller dehors, de faire des trucs, et puis si on s'ennuie un peu, on va casser. Et puis sinon, faut quand même attendre de rentrer de vacances, quoi, parce qu'on va quand même pas faire une révolution en août. Non, en juillet et en août, on est en vacances, faut pas rigoler, quoi. Ouais. Bon écoutez, j'ai posé toutes les questions relatives. Alors je voudrais faire une petite remarque, c'est qu'à l'Institut des Libertés, non seulement on fait des vidéos comme celle-ci, mais aussi on écrit. Alors donc, si ceux qui trouvent intéressant ce qu'on raconte pouvaient aussi se donner la peine d'aller sur l'endroit où on écrit, qui s'appelle l'Institut des Libertés, il y a des tas de textes très intéressants qui sont mis par moi, par Jean-Baptiste Noé, par Jean-Jacques Netter, etc., ou des visiteurs. Et donc, parce que par l'écrit quand même, on peut faire passer des théories qui sont un peu plus subtiles que ce qu'on peut faire par... Oui, on peut poser un petit peu... On peut poser les problèmes, etc. Donc, ce serait bien si vous alliez aussi... C'est pas que personne ne vient nous voir, mais on est à peu près, je sais plus combien, 250 000 lecteurs uniques par mois ou un truc comme ça, ce qui est bien. Ah oui, c'est pas mal. Mais ce serait bien si vous y alliez, parce qu'en plus vous pouvez rechercher la matière, ce qu'on a écrivé il y a 1 an, ce qu'on écrivait il y a 2 ans. Et parfois c'est une bonne façon de comprendre le cheminement de la pensée, c'est de voir comment elle évolue avec le temps. Tout à fait, oui, il y a des rubriques économie, géopolitique, etc. Tout à fait. Je crois que vous sortez un article tous les lundis. Tous les lundis. Jean-Baptiste Noé en sort un, qui est le patron de Conflit, en sort un aussi tous les mardis, quelque chose comme ça. Jean-Jacques en sort un sur les marchés financiers plutôt, tous les mercredis. Donc ça donne un petit peu de lecture, mais c'est plus... Moi, j'ai toujours pensé que la lecture, c'était quelque chose qui était... Ça ne doit pas faire travailler la même partie du cerveau que la parole. L'écriture et la lecture, ça doit être ailleurs, parce que c'est beaucoup plus complexe, ça permet des raisonnements plus... Ça permet, je trouve que l'écrit permet davantage de fulgurance. Je me retrouve parfois, quand je mets certaines choses à l'écrit, on est donc, vous avez dit un truc que vous ne saviez pas que vous saviez. C'est ça, je fais des liens entre les choses, je découvre par moi-même certaines choses, alors que je n'ai rien appris en soi, je suis resté avec mon niveau de connaissance, mais juste on met les choses un petit peu à plat et on se dit... Ah mais merde, mais ça correspond avec ça ou... Voilà, et on comprend très bien. Mais vous avez parfaitement raison. L'écrit, c'est l'endroit, c'est une ascèse. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous sortez avec une nouvelle idée qui est la confluence de 2 idées, mais vous ne saviez pas que vous l'aviez, quoi. Ouais. C'est très curieux. Ouais. Donc je fais une petite défense de l'écrit, parce que c'est très intéressant, l'écrit. C'est vrai. J'aime beaucoup écrire. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait, mais oui, j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup m'y remettre. Voilà, il faut s'y remettre. Ben, donnez-nous des articles. J'y penserai. Si je trouve une bonne idée, si je trouve un bon thème, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça me ferait plaisir. Ouais, pourquoi pas. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les pouces dans tous les sens. De mettre des pouces, surtout dans ce sens-là, surtout vers le haut. De vous abonner à notre Twitter, à notre Instagram, etc. On est un petit peu partout. On est même sur TikTok d'ailleurs, donc c'est fantastique. Beaucoup de gens vous repartagent, vous savez, sur TikTok. Quand je dis une connerie particulièrement grosse, ils la prennent et ils mettent que ça. Voilà, c'est ça. Quand vous faites des blagues sur les banquiers centraux, etc., ils aiment beaucoup apparemment. Donc voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion et je vous remercie pour votre présence auprès de nous.